je suis Déméter Violette, la fille de Rodriguez Joséphine, la femme qui disparut en jet ski au Gros du Roi le 28 décembre 2019. Je vous fais cette vidéo afin de vous partager le cauchemar que nous vivons de ma maman et mon petit frère Déméter Mike. Ce cauchemar a commencé le 28 décembre 2019. Ma maman est partie de son domicile de la commune de Saint-Laurent-des-Gouzes. Actuellement, je me trouve dans son petit masé préfabriqué. Je remercie Lionel Camille car il prend le temps de faire cette vidéo pour nous aider à expliquer et au cas où s'il y a des gens qui nous voient, qui nous aperçoivent, afin qu'ils puissent nous contacter. Nous gardons toujours espoir afin de pouvoir retrouver ma maman et mon petit frère. Car nous avons déployé beaucoup de moyens de recherche de la part du procureur de la République de Nîmes. Et malgré ces recherches, n'ont rien donné. Nous n'avons toujours pas trouvé de jet et nous n'avons toujours pas retrouvé ni de corps. Ni de gilet, ni un débris, ni une chaussure, rien du tout. Nous avons trouvé que le cœur d'Ayoub du côté de Barcelone. À l'heure actuelle, nous ne comprenons toujours pas et nous vivons toujours ce cauchemar dans cette situation que nous vivons. Nous nous posons beaucoup de questions afin de comprendre ce qui aurait pu arriver. Nous avons fait assez de démarches pour pouvoir accéder au personnel que ma maman avait contacté en dernier temps, etc. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas de réponse, ni de la part des gendarmes, ni de la part du procureur, et rien du tout. Nous vivons un cauchemar, car vivre une disparition est encore plus dur que vivre une mort. Nous gardons espoir donc de le revoir un jour. Je sais que ma mère n'aurait jamais abandonné ses enfants et prendre une fugue de elle-même avec mon petit frère. Mon petit frère, il a 13 ans. Le 21 juin 2020, il fera 14 ans. Mon petit frère n'accepterait jamais que ma mère prenne la fugue et qu'elle ne nous donne pas un signe de vie. Ma mère est une femme extraordinaire, une maman formidable, une mère à rêver. Car ma mère, elle est toujours avec ses enfants. Nous avons toujours eu des contacts 24 sur 24 par téléphone, malgré qu'on se voyait dans la journée. Nous sommes une famille très réunie, entre mère, père, frères et sœurs, grand-mère, oncle et tante. Nous gardons tous espoir. Nous souffrons tous énormément, mais nous mettons tout entre les mains de Dieu, car chez nous, nous sommes croyants évangéliques. Dans la vie commune des gens du voyage, nous faisons beaucoup des réunions, des rassemblements, afin de pouvoir prier. Nous demandons des requêtes de prière pour que nous puissions avoir une réponse pour ma maman et mon petit frère. Dans cette enquête, l'enquête elle continue, et nous gardons espoir que ces enquêteurs font le travail qu'il faut. À l'heure actuelle, nous ne savons pas où elle est l'enquête, car les gendarmes et le procureur évitent de nous en parler. Ils veulent garder leurs pistes eux-mêmes. D'un côté, nous les comprenons, car si nous nous donnons les pistes, nous, en étant des gens du voyage, nous risquons à broyer leurs pistes. Car nous, si on a un doute sur quelque chose, nous n'allons pas rester avec les bras croisés. Donc, je vous demande de l'aide afin de partager cette vidéo au maximum et de la faire partager même dans les pays étrangers. Car pour nous, nous pensons que ma maman aurait pu être enlevée. La raison pour laquelle nous pensons ça, nous ne la connaissons pas. Nous la connaissons pas. Nous, la seule chose qu'on se dit, c'est qu'on n'a pas trouvé de corps ni de jet dans l'eau, donc c'est qu'ils sont quelque part sur terre. Le procureur nous avait dit que vis-à-vis les premiers éléments qu'ils avaient eu de l'enquête, ils se pensaient à une noyade. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, cela fait plusieurs mois, nous attendons des réponses et nous n'avons toujours rien. Donc, je ne sais pas où en est l'enquête, je ne sais pas ce qu'y pense le procureur, mais nous pensons vraiment que ma mère, elle est vivante à quelque part avec mon petit frère. Si vous avez des éléments ou quelque chose à nous faire parvenir, n'hésitez pas de contacter la brigade de recherche de Vauvert. Voilà, cette vidéo prend fin. Je vous remercie énormément pour avoir pris le temps de nous écouter. Faites partager au maximum et diffusez tous les articles que vous voyez au sujet de la disparition du Gros du Roi, de ma maman et mon petit frère. Car nous gardons espoir énormément afin de le revoir vivant un jour ou l'autre. Cela nous prend plusieurs années, mais c'est pas grave. Le temps est long, mais la récompense sera bonne. Merci et bonne journée. Bonjour, je m'appelle Lionel Camille. Je ne suis pas policier, je ne suis pas enquêteur privé. Je suis juste un auteur en quête de vérité. Vous venez de voir le message assez poignant de Violette, dont la maman et le petit frère ont disparu dans des circonstances très mystérieuses au Gros du Roi, fin décembre 2019. C'est une affaire qui est très très grave, qui est très récente et qui est toujours non élucidée. Violette m'a contacté pour me demander de parler de cette affaire et j'ai accepté.
Je vais faire comme d'habitude, je vais d'abord présenter les faits. Je vais m'en tenir aux informations qui sont parues dans la presse parce que c'est une affaire qui est en cours d'instruction par la justice française. Et dans une deuxième partie, je présenterai des analyses, des commentaires et je passerai en revue aussi toutes les théories possibles. Mais ne tardons pas, commençons tout de suite par la présentation des faits. Tout a démarré fin décembre 2019 dans le Gard, à Saint-Laurent-des-Gouzes. Joséphine, c'est une belle femme de 40 ans. Elle appartient à la communauté des gens du voyage. Ce sont en fait des gitans, comme le dit elle-même sa fille Violette. Donc, à titre de rappel, l'appellation gitan, ça désigne les tziganes de la péninsule ibérique et du sud de la France. Je connais peu ce monde, je dois dire. Et bon, Joséphine et sa famille, ce sont des gens du voyage qui sont sédentarisés dans cette région qui est à cheval entre l'Hérault et le Gard. On n'est qu'à une vingtaine de kilomètres de la Camargue, près des Saintes-Maries de la Mer, qui est un lieu de pèlerinage célèbre pour les gitans. Bref, en tout cas pour moi, gens du voyage ou pas, gitans ou pas, ça ne change rien, ça ne fait aucune différence, et je remercie Violette de m'avoir fait confiance. Selon ses proches, Joséphine, c'est une femme qui est très courageuse, très vaillante, elle est très souriante, elle est sociable, elle est ouverte aux autres. Et depuis plusieurs années, Joséphine est divorcée et elle vit seule maintenant avec Mike, son fils âgé de 13 ans, dans une petite maison sur un terrain à la sortie de la commune de Saint-Laurent-des-Gouzes. Et Mike est scolarisé au collège. Disons les choses, Joséphine est dans la galère, dixit sa fille, Violette. Voilà, elle a des problèmes financiers, et ça n'a malheureusement rien d'exceptionnel pour les familles monoparentales. Joséphine, elle touche le RSA, et elle essaie de gagner de l'argent, elle fait des petits boulots pour donner des bonnes conditions de vie à son fils Mike. Et depuis plusieurs mois, Joséphine, elle voit régulièrement un jeune homme de la région, un jeune homme d'origine marocaine qui s'appelle Ayoub. Né à Montpellier en 1995, Ayoub a 24 ans, il est père de 2 enfants en bas âge et vit à Lunel, une petite ville du département de l'Hérault, à quelques kilomètres de Saint-Laurent-des-Gouzes. En fait, Joséphine et puis Ayoub, ils se sont rencontrés 1 an plus tôt dans un garage automobile où travaillait Ayoub. Il avait réparé la voiture de Joséphine et c'est comme ça qu'ils avaient lié connaissance. Et pour être tout à fait franc, on ne connaît pas la relation exacte entre Joséphine et Ayoub. On ne sait pas s'il y a une relation sentimentale entre eux. En tout cas, sa fille Violette n'en avait pas l'impression. Joséphine ne lui a jamais rien dit allant dans ce sens. Et du côté d'Ayoub, c'est pareil. Fatna, la maman d'Ayoub, elle a indiqué donc qu'elle ne connaissait pas Joséphine. Est-ce qu'il y a une histoire d'amour entre Joséphine et Ayoub ? On ne sait pas. En tout cas, personne n'a remarqué quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que Joséphine et Ayoub, ils s'entendent très bien, ils sont vraiment amis, et Ayoub, il a même l'habitude d'aider Joséphine de temps en temps. Par exemple, Joséphine, des fois, elle vient au garage, elle vient nettoyer des voitures, et elle se fait un petit peu d'argent comme ça. On en vient maintenant au jour de la disparition. Le samedi 28 décembre 2019. Et c'est une journée banale pour Joséphine, a priori. En début d'après-midi, elle rend visite à Ayoub, au garage dans lequel il travaille, à Saint-Laurent-des-Gouzes. Et cet après-midi-là, Ayoub, il a un projet, il veut tester un scooter des mers, un jet ski. Un scooter 900 STX Kawasaki, rouge et blanc, d'une puissance de 100 chevaux, l'engin peut faire des pointes de vitesse à 90 km/h. Ayoub, il a acheté cet engin à la mi-novembre 2019 avec son patron, 50-50, et l'objectif en fait c'était de le réparer avant de le revendre. Et selon la presse, l'engin n'est pas en très bon état de fonctionnement. Et là, Ayoub, quand il voit Joséphine, il lui dit « tiens, t'as qu'à venir si tu veux ». Il lui propose de l'accompagner. Et c'est vrai que les conditions météorologiques sont assez favorables. Il fait un grand ciel bleu, le soleil brille, il n'y a pratiquement pas de vent, et les températures avoisinent les 20 degrés. Donc pour une fin décembre, c'est quand même pas mal. Joséphine, elle est tout de suite emballée. Et elle pense à son fils, Mike. Elle lui dit, tiens, ça va lui faire plaisir. C'est vrai que c'est les fêtes de fin d'année, elle veut faire plaisir à ses enfants.
Elle lui dit, tiens, on va l'emmener avec nous. Et donc là, elle appelle sa fille Elisabeth pour lui demander de préparer son fils en vue de la sortie en mer. Quelques minutes plus tard, Ayoub et Joséphine arrivent en voiture au domicile de Joséphine pour récupérer Mike. Et c'est un détail important, mais Ayoub, à ce moment-là, voit Jason, le compagnon d'Elisabeth, l'une des filles de Violette. Et Ayoub demande à Jason de l'accompagner. Il dit, bah tiens, si tu veux venir avec nous. Et bon, Jason refuse parce qu'il a peur d'avoir trop froid. Vers 14h, 14h30, Ayoub, Joséphine et Mike partent tous les trois ensemble à bord de la 307 blanche d'Ayoub, qui traîne une remorque sur laquelle est installé le scooter. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'avant de partir, Joséphine dit à Elisabeth qu'elle part seulement pendant 2 heures et qu'elle sera de retour en fin d'après-midi. Malheureusement, c'est la dernière fois qu'Elisabeth verra sa mère et son neveu vivants. Donc là, Ayoub, Joséphine et Mike partent à bord de la 307 blanche. Ils partent en direction de la côte, en direction du port du Gros-du-Roi. C'est environ 20 km de Saint-Laurent-des-Gouzes. Vers 17h, Elisabeth, l'une des filles de Joséphine, elle commence à s'inquiéter parce que sa mère lui avait dit qu'elle ne partait que 2 heures, qu'elle serait de retour en fin d'après-midi. Et là, il y avait toujours personne. Donc Elisabeth, elle essaie d'appeler sa mère sur son portable. Malheureusement, Joséphine ne répond pas. Tous les messages basculent directement sur la messagerie. Il faut savoir qu'à cette période de l'année, le soleil se couche tôt. Il se couche à 17h13 dans la région. Donc là, la nuit tombe. Donc l'inquiétude d'Elisabeth grandit. Donc bientôt toute la famille est informée. Violette, donc l'autre fille de Joséphine, elle commence aussi évidemment à s'inquiéter. Et Violette, elle essaie d'appeler les secours, les hôpitaux. Elle pense qu'ils ont peut-être eu un accident de la route. Donc là, elle va réussir à rentrer en contact avec les gendarmes. Et les gendarmes vont lui dire que peut-être que Ayoub, Joséphine et Mike sont restés assister à un feu d'artifice. Parce qu'il y avait un feu d'artifice organisé au Gros-du-Roi ce samedi soir-là. Ce qui est étrange quand même, c'est que ils n'ont prévenu personne. Et en plus, ils ne répondent plus au téléphone. En gros, à partir de 17h, les téléphones portables de Joséphine et d'Ayoub ne répondent plus. En clair, ils ne donnent plus aucun signe de vie. Donc là, la nuit tombe, les heures passent. Donc Violette et sa famille dorment très mal. Donc là, on est le dimanche 29 décembre 2019 au matin. Et Joséphine et Mike ne sont toujours pas rentrés. Ils n'ont toujours pas donné de nouvelles. Donc là, Violette, elle appelle à nouveau les hôpitaux, les urgences, pour savoir s'ils n'ont pas été hospitalisés durant la nuit. On lui répond que non, qu'on ne les a pas vus. Donc vers 11h, Elisabeth, l'autre fille de Joséphine, va à la gendarmerie de Lunel, une autre commune du coin, pour signaler la disparition de Joséphine et Mike. Mais on lui répond que c'est trop tôt pour démarrer les recherches parce qu'il faut attendre 24 heures. À 15h, Violette va, elle, cette fois, à la gendarmerie du Gros-du-Roi, près du port du Gros-du-Roi, donc l'endroit où étaient supposément allés Joséphine, Mike et Ayoub la veille. Et là, les gendarmes démarrent les recherches. Il est 15h, 15h le dimanche. En fait, ils estiment que ça fait 24 heures que Joséphine et Mike ont disparu parce qu'ils avaient quitté leur domicile à 14h30 la veille. Donc là, les gendarmes, ils démarrent les recherches, ils passent à l'action et ils vont être assez bons. Ils font des recherches à terre et ils vont localiser assez vite la voiture d'Ayoub, la 307 blanche. Ils vont la retrouver garée près du port du Gros-du-Roi. Et donc la remorque est vide, donc il n'y a plus le scooter. Ils vont regarder à l'intérieur du véhicule et ils vont retrouver les affaires de Joséphine, son sac à main et ses chaussures. Donc là, les gendarmes continuent parce qu'ils mènent des investigations. Ce sont des militaires, mais bon, ils utilisent des méthodes similaires à la police. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vérifient les images de vidéosurveillance, les images enregistrées par les caméras du Gros-du-Roi. Donc là, les gendarmes, ils épluchent toutes les images de vidéosurveillance du port. Et ils vont retrouver la trace du fameux scooter. À 16h35, on voit Ayoub, Joséphine et Mike partir à bord du scooter Kawasaki, sortir du port, et donc ils sont filmés donc par une caméra. C'est Ayoub qui est aux commandes de l'engin. Tous les trois portent un gilet de flottaison rouge.
Ayoub et Mike portent une combinaison, on ne sait pas trop, une combinaison néoprène. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Joséphine, elle ne porte pas de combinaison, juste un gilet de flottaison. Là, au moins, on a la confirmation qu'ils sont bien partis en mer. Maintenant, il faut savoir s'ils sont rentrés. Donc, les gendarmes, ils vont visionner toutes les images de la journée, du reste de la journée. Malheureusement, on ne voit à aucun moment le scooter des mères revenir. Donc là, les enquêteurs, ils vont mener d'autres investigations. Ils vont notamment obtenir une information très importante. Le 28 décembre, peu avant 17 h, on a enregistré un éco-radar pouvant correspondre à un jet ski en mouvement à 2 km au large. Donc cet éco-radar, c'est le seul indice dont disposent les autorités pour localiser le jet ski, et c'est plutôt maigre. Donc à partir de là, il va y avoir des recherches intensives en mer, et c'est le CrossMed, c'est-à-dire le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée, qui coordonne l'opération. Donc là, en fait, en gros, c'est une opération de search and rescue en mer. Donc la brigade nautique est déployée, 2 hélicoptères sont engagés, un hélicoptère de la gendarmerie et aussi un hélicoptère de la Dragon de la sécurité civile. Les 2 appareils survolent la zone supposée de la disparition, jusque tard dans la soirée du dimanche. Ils sont équipés de caméras thermiques et de jumelles à vision nocturne. Mais ils ont beau examiner la mer, ils ne repèrent aucune trace, ils ne repèrent rien à la surface, aucun jet ski, aucun corps, rien. On est maintenant le lundi 30 décembre 2019 au matin. Et là, les fouilles reprennent. Un avion de patrouille maritime Falcon 50 inspecte une zone qui s'étend d'Agde jusqu'à Gruissan, à 40 km au sud, un secteur qui correspond à l'estimation de la dérive du jet ski, sans plus de succès. De son côté, la gendarmerie vérifie près de 30 km de côte, mais force est de constater que le jet ski et ses 3 passagers ont disparu sans laisser de traces. À la mi-journée ce lundi, le préfet maritime ordonne de stopper les recherches faute de résultats. Ce lundi, ce même jour, le procureur de la République de Nîmes ouvre une enquête pour disparition inquiétante qui est confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Vauvert dans le Gard. Pour le procureur de la République qui supervise le dossier, toutes les pistes restent ouvertes. Néanmoins, les enquêteurs privilégient la piste accidentelle. Est-ce que cet essai du scooter aurait mal tourné? Ça ressemble beaucoup à un drame de la mer, en effet. Les familles de Joséphine, Mike et Ayoub sont très inquiètes, à juste titre. Pour Violette et ses proches, c'est un cauchemar. Ils mènent leurs propres recherches, ils vont en mer pour tenter de trouver quelque chose. Ils arpentent aussi le littoral à pied pour essayer de trouver un indice, mais ça ne donne rien. Donc là, les familles se posent des questions, et les parents d'Ayoub veulent connaître les détails de l'enquête. La famille de Joséphine et Mike, elle envisage le pire, notamment la possibilité d'un kidnapping. Elle se demande s'il n'aurait pas été victime d'un enlèvement en mer. Les autorités ne croient pas que Ayoub ait organisé un enlèvement parce que sur les images de vidéosurveillance, on ne décèle aucun comportement suspect et rien ne laisse à penser que Mike et Joséphine ont embarqué sur le scooter sous la contrainte. Violette, elle ne pense pas non plus qu'Ayoub ait commis un crime ou un enlèvement. Ayoub estimait trop ma mère pour lui faire ça, a-t-elle déclaré dans les médias. En fait, là, toutes les idées passent par la tête de Violette et de ses proches, et que Joséphine et Mike sont peut-être morts et enterrés. De leur côté, les forces de l'ordre n'écartent aucune possibilité, accident bien sûr, homicide suivi d'un suicide, enlèvement, etc. Le 2 janvier 2020, la famille de Joséphine et Mike demande de l'aide à l'association Solidarité Alerte, qui traite de disparition de personnes mineures. Solidarité Alerte édite alors un appel à témoins, qui n'est pas officiel. Par la suite, les jours passent, les jet skis et les passagers restent introuvables, malgré les investigations des gendarmes. Le 13 janvier 2020, un bateau de la Marine nationale vient sonder les fonds marins dans la zone supposée de la disparition du jet ski. Les recherches ne donneront rien. Par la suite, les semaines vont passer, toujours aucune nouvelle de Joséphine et de Mike, ni d'Ayoub. À la mi-février 2020, un rebondissement survient à plus de 300 km du Grau-du-Roi. La police espagnole découvre un cadavre en train de flotter au large de Barcelone et elle alerte les autorités françaises. En effet, le corps découvert pourrait correspondre à celui d'Ayoub, le pilote du jet ski. Un autre élément était cette piste. On a retrouvé sur le cadavre les papiers du scooter. Les papiers sont au nom de l'ancien propriétaire.
Parce que comme Ayoub et son patron avaient acheté ce scooter à la mi-novembre 2019, les papiers n'avaient pas encore été mis à jour. Les Espagnols procèdent à une autopsie qui va révéler que l'homme est décédé de noyade. Après 1 mois et demi passé dans l'eau, le corps est très dégradé, il est impossible d'identifier de manière formelle la victime par son simple aspect physique. Des analyses génétiques vont être effectuées. On va comparer l'ADN d'Ayoub avec celui du cadavre et le test va confirmer qu'il s'agit bien d'Ayoub. Donc ce résultat conforte l'hypothèse selon laquelle, après s'être noyé au large du Gros du Roi, Ayoub aurait été emporté par les courants marins jusqu'à hauteur de Barcelone, 300 km au sud. Quand ils apprennent la nouvelle, les parents d'Ayoub sont vraiment bouleversés. La maman d'Ayoub avait déjà perdu un fils quelques années plus tôt, donc c'est très très dur pour toute la famille d'Ayoub. Donc par la suite, les mois défilent jusqu'à aujourd'hui. Donc on est en juin 2020. La mère n'a rien rendu d'autre qu'Ayoub. Il manque toujours les corps de Joséphine, de Mike, et 4 objets pouvant flotter, c'est-à-dire les 3 gilets de flottaison et le scooter, bien entendu. On n'a jamais récupéré le jet ski non plus. Voilà, donc c'est la fin de la présentation des faits. Pour conclure, Violette a du mal à croire à la thèse accidentelle et elle conserve l'espoir de les retrouver vivants. Elle pense qu'en cas d'accident, on aurait retrouvé quelque chose, la mère aurait peut-être fini par rendre un indice, et quelqu'un aurait retrouvé un élément en mer ou sur la côte, je sais pas moi, un gilet, un débris du scooter, et le fait qu'on n'ait rien retrouvé lui fait penser, donc à Violette, qu'autre chose a pu se produire, et que sa mère et son petit frère sont peut-être séquestrés ou retenus prisonniers quelque part à terre. C'était la présentation des faits, nous allons maintenant passer à la partie commentaires. Je vais vous présenter un certain nombre d'analyses, mais avant toute chose, je souhaite présenter toutes mes condoléances à la famille d'Ayoub, notamment à sa mère, à sa maman, à Fatna, pour qui ça a été très difficile, parce qu'elle avait déjà perdu un fils il y a quelques années. Donc vraiment, que toutes nos pensées aillent vers la famille d'Ayoub. C'est absolument terrible ce qui leur est arrivé, tout comme à la famille aussi de Joséphine et Mike. Voilà, c'est une véritable énigme. On ignore totalement ce qui leur est arrivé. Et donc les proches de Joséphine et Mike attendent toujours des réponses. Moi, à mon humble niveau, je vais maintenant essayer de présenter un certain nombre d'hypothèses pouvant possiblement éclairer ce mystère. Donc on va commencer par parler de la fuite volontaire. La fuite volontaire est impensable selon Violette et ses proches, parce que Joséphine n'a laissé aucun message derrière elle. Rappelez-vous, on a retrouvé toutes ses affaires dans la voiture d'Ayoub. Elle a laissé son sac à main avec ses papiers d'identité, sa carte bleue. Elle avait emporté avec elle que son téléphone portable. Hein. Et puis, comme l'a dit Violette dans sa vidéo au début, Joséphine était une mère formidable, elle n'aurait jamais séparé ses enfants. Et même en cas d'histoire amoureuse, elle ne serait pas partie comme ça. Voilà, donc ça, ses proches en sont certains. Donc on peut écarter la fuite volontaire. Nous allons maintenant passer à une piste qui est très très crédible. C'est la piste accidentelle. De prime abord, c'est vrai que c'est la piste qui semble la plus crédible, hein, la plus plausible. Et d'ailleurs, c'est la première réflexion que j'ai eue quand j'ai eu connaissance de cette affaire, moi, fin décembre 2019, dans les médias. Je me suis dit que c'était quand même un peu imprudent de partir en mer comme ça, surtout fin décembre. Et Violette m'a confié la même chose. Hein. Elle m'a confié que elle n'aurait jamais laissé partir sa mère avec son petit frère à bord de ce jet ski. Voilà. Et c'est pas tout. Le trio est parti tard, hein, très tard. Ils sont partis à 16h35. C'est tard pour prendre la mer, surtout que le soleil se couchait à 17h13. Donc la nuit tombait très vite et le vent s'était levé depuis le milieu d'après-midi. L'eau n'excédait pas 14 degrés. Donc il faut être objectif. Ils ont pu avoir un accident. Mais on va aller plus loin dans l'analyse. On va aller plus loin. 2 petites remarques avant. Tout d'abord, il y a un détail qui me pose question. Le samedi, donc le trio a quitté le domicile de Joséphine vers 14h, 14h30. Et ils sont partis donc en scooter à 16h35. Or, il ne faut que 20 minutes
en voiture pour aller de Saint-Laurent-des-Gouzes au port de Grau-du-Roi. Donc en clair, qu'ont fait Ayoub, Joséphine et Mike pendant 1 heure. Ça fait un peu long pour se préparer quand même pour mettre à l'eau le jet ski. Je me demande s'il n'y a pas eu des petits problèmes techniques. Est-ce qu'ils n'ont pas eu du mal à le démarrer? Je sais pas. Bref, c'est sans doute sans importance, mais bon. Il y a un autre point, lui, qui est plus important, c'est j'ai calculé la distance maximale potentiellement parcourue par le jet ski ce jour-là, sachant que l'engin fait des pointes à 90 km/h et que les téléphones ont cessé de fonctionner à 17 heures, une demi-heure après leur départ. Ils ne sont certainement pas allés à plus de 45 km du Grau-du-Roi. Voilà. Simple calcul mathématique. Donc maintenant, on va étudier en détail l'hypothèse de l'accident. Donc on va passer en revue plusieurs types d'accidents. On va d'abord étudier la possibilité de l'accident solitaire. C'est vrai qu'en réfléchissant à ce dossier, j'ai pensé à beaucoup de possibilités. D'abord la panne, parce que c'était une occasion ce jet ski. Et d'après la presse, il n'était pas en très bon état de fonctionnement. Est-ce que vers 17 heures, Ayoub et Joséphine ne sont pas tombés en panne? Mais bon, dans ce cas-là, ça n'explique pas le silence radio, ça n'explique pas pourquoi on n'a pas retrouvé les corps. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Il y a une hypothèse qui me paraît beaucoup plus réaliste, c'est celle d'une chute à la mer. Est-ce que lors d'une manœuvre, ils ne sont pas tombés tous les trois à l'eau? Donc dans ce cas-là, si les téléphones, les smartphones sont partis dans l'eau, ils se sont oxydés, ça les a rendus inutilisables. Et voilà pourquoi ça expliquerait le silence radio à partir de 17 heures, pourquoi plus personne n'a répondu au portable. Il faut savoir que effectivement, les 3 passagers portaient des gilets de flottaison. Mais apparemment, ces gilets sont différents des gilets de sauvetage et ils n'assurent une flottabilité que de manière temporaire. Imaginons qu'il chavire et que le scooter coule au large de Palavas-les-Flots, au moins à 2 km, comme l'atteste l'éco-radar enregistré par les autorités. Donc la situation peut vite devenir critique parce que on est en pleine nuit. L'eau n'est qu'à 14 degrés. Je sais pas pour Ayoub, mais Violette m'a confirmé que Joséphine et Mike étaient des bons nageurs. Mais il y avait peut-être du courant. Et moi, à mon avis, ils ont pu être séparés les uns des autres. Ayoub a pu être séparé de Joséphine et Mike. Il y a un point important aussi à indiquer, c'est que Joséphine, contrairement aux autres, ne portait pas de combinaison. Elle avait juste un gilet de flottaison. Imaginons qu'elle ait fait un malaise cardiaque ou une hydrocution au contact de l'eau, je sais pas, enfin un problème de santé, ou un malaise. Moi, je me demande, peut-être que Mike a décidé de rester avec elle, parce que Mike était un bon nageur, mais il a peut-être pas voulu abandonner sa mère. Donc ils ont pu rester ensemble et il a pu rester avec elle à côté d'elle, ils ont pu dériver et ils ont très bien pu mourir de froid, d'hypothermie, loin de la côte. À mon avis, il y avait peu de bateaux dans la soirée et dans le noir, ils ne pouvaient pas se repérer, ça devait être très compliqué. Donc là, c'est le scénario catastrophe. Le courant les emporte vers le large. Les téléphones portables, de toute façon, sont inutilisables, à moins qu'ils les aient perdus, même dans l'eau. Joséphine et Mike décèdent d'hypothermie parce que l'eau n'est qu'à 14 degrés, voire moins. Et ils coulent. Ils coulent parce que les gilets de flottaison ne sont pas aussi efficaces que des gilets de sauvetage. De plus, ils pouvaient être défectueux ou mal gonflés. On n'en sait rien. Donc ils meurent tous les trois dans un tragique accident. On ne retrouve Ayoub qu'1 mois et demi plus tard au large de Barcelone parce qu'il a été emporté très très loin, il a été entraîné par des courants. Et si la marine nationale échoue à repérer l'épave du scooter, c'est tout simplement parce que il a pu être emporté aussi, dérivé, à moins qu'il soit tombé dans un trou, dans une cavité au fond de l'eau et qu'il n'ait pas été détecté. Pourquoi pas? Donc ce scénario d'accident, l'accident solitaire, il tient quand même pas mal la route, je trouve. Il faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle. C'est celui que j'ai tendance à privilégier, je vous cache pas. Mais il y en a d'autres, Deuxième type d'accident, l'accident causé par un tiers. Est-ce que le jet ski ne serait pas rentré en collision avec un autre bateau ce samedi, aux alentours de 17 heures, au large de Palavas-les-Flots? Dans ce cas-là, Ayoub, Mike et Joséphine auraient été blessés ou tués, voire même éjectés. Ils auraient pu être éjectés tout simplement à l'eau. Le jet ski lui aurait été pulvérisé, il aurait vraiment coulé directement. Après, il aurait pu tomber dans une cavité. Voilà pourquoi il n'aurait pas été décelé par les radars. C'est possible. Mais voilà, donc là, le scooter est complètement détruit. Les 3 corps sont à l'eau. Les corps sont emportés.
Le bateau, lui, ne s'arrête pas, en fait, parce qu'il y a des bateaux chauffards aussi, des chauffards des mers. Il commet ce qu'on appelle un délit de fuite. Et la mer Méditerranée est imprévisible, hein. Elle ne rend seulement qu'un corps 1 mois et demi plus tard, au large de Barcelone. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, il faudrait savoir quels bateaux sont passés dans le secteur, dans la tranche horaire, voilà, à partir de 16h30 jusqu'à 18-19h dans le coin. Quel bateau était dans le coin? Un cargo, je pense pas, aussi près de la côte, peut-être pas quand même. Mais il y a quand même pas mal de trafic en Méditerranée dans cette zone. Il y a aussi beaucoup de bateaux de plaisance, il y a d'autres jet skis, il y a beaucoup de navires potentiels, hein. Donc on sait pas. Il y a peut-être eu un accident causé par un tiers. Donc cette hypothèse, qui est l'hypothèse d'un homicide involontaire, voilà, me paraît quand même moins crédible que l'accident solitaire. Nous avons vu l'hypothèse accidentelle, nous allons maintenant étudier la piste criminelle. Est-ce que le trio n'a pas fait l'objet d'une agression en mer, loin des côtes? Est-ce qu'ils n'ont pas fait une mauvaise rencontre ce jour-là? Ça n'est pas impossible. J'ai pensé à plusieurs cas de figure que je vais vous présenter. En tout cas, je pense que si ça s'est produit, ça s'est possiblement produit près du dernier éco-radar enregistré par les autorités à 2 km au large de Palavas-les-Flots. Ça s'est peut-être passé dans ce secteur. Premier cas de figure, une altercation en mer qui tourne mal. Donc, imaginons que le jet ski croise un autre bateau, les autres considèrent qu'ils sont passés trop près, ils les insultent. Voilà, donc tout le monde commence à s'insulter, et puis ça dégénère. On voit bien qu'il y a des altercations entre automobilistes qui peuvent mal tourner, alors je ne sais pas pourquoi il en serait autrement en mer. Surtout qu'en plus, on était loin du rivage, et il n'y avait pas de témoins. Et vous comptez d'autres hypothèses, purement théoriques. Je spécule, mais bon, quand on est face à un mystère, face à une énigme, on ne peut qu'émettre que des suppositions. Et il faut en émettre, pour essayer de comprendre. Celle-là, j'y crois pas trop, cette théorie, mais bon, est-ce que Ayoub, Joséphine et Mike n'auraient pas été témoins de quelque chose, en mer, quelque chose de compromettant? Est-ce qu'ils n'étaient pas au mauvais endroit au mauvais moment? Je sais pas. Est-ce qu'ils n'auraient pas vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir? On sait qu'il y a du trafic de drogue entre la France et l'Espagne. Enfin bon, de là à éliminer 3 témoins, quand même, c'est un peu too much, je pense. Et puis, quelle était aussi la possibilité que ça se produise? Qu'ils rencontrent comme ça, par hasard, des malfrats en mer, ce soir-là, précisément? C'est très peu probable. La probabilité était très faible. Il y a comme une autre possibilité aussi qu'il faut aborder, c'est que, est-ce qu'ils ne sont pas revenus à terre à un moment? Parce qu'ils sont passés très près de Palavas-les-Flots. Ils n'étaient qu'à 2 km. Est-ce qu'ils n'ont pas accosté à Palavas-les-Flots ou dans le secteur? Là, ils auraient pu rencontrer d'autres personnes. Et ça, encore une fois, ça aurait pu mal tourner, mal finir pour eux. Donc, on vient de voir plusieurs types possibles d'agressions comme ça, spontanées, qui n'étaient pas prévues. Mais il faut maintenant étudier l'hypothèse d'une agression préméditée, cette fois. C'est-à-dire prévue à l'avance. Est-ce que c'était pas Ayoub qui était visé, et Mike et Joséphine auraient été des victimes collatérales? Parce que moi, quand j'ai discuté avec Violette, je lui ai posé des questions sur sa mère, je lui ai demandé si elle avait des ennemis, mais elle n'en avait pas, hein. Je veux dire, elle était en conflit avec personne, elle ne devait rien à personne, et je lui ai posé la question, est-ce que vous pensez que quelqu'un aurait pu vouloir faire du mal à votre maman? Et non, elle m'a répondu que non, parce qu'encore une fois, elle n'avait de problème avec personne. C'est pourquoi je me demande, et encore une fois, c'est une hypothèse purement théorique, est-ce que quelqu'un n'aurait pas pu en vouloir à Ayoub? Parce que c'est un détail important. Des gens pouvaient savoir qu'il comptait tester ce scooter des mers ce jour-là, parce qu'il l'avait dit à d'autres personnes. Donc, on savait qu'il allait partir en mer ce jour-là. Par contre, il n'était pas prévu que Joséphine et Mike viennent. Ils n'étaient pas censés être là. Donc, ils auraient pu être des victimes collatérales. Si quelqu'un voulait faire du mal à Ayoub, eh bien, vu que Mike et Joséphine étaient là, bah voilà. Pareil, ils auraient été éliminés. Bon, on aurait éteint les 2 portables, on les aurait détruits. Le problème, le gros problème, c'est que Ayoub est mort de noyade. Donc, apparemment, on n'a constaté aucun signe de violence. Sinon, les médias en auraient parlé. Donc, ça ne colle pas. Cette hypothèse colle difficilement. On va passer à un autre cas de figure.
Bon, encore une fois, je vais spéculer, attention, hein, moi je suis là pour faire un brainstorming, pour essayer d'avancer pas mal d'idées, pour peut-être faire avancer l'affaire, je sais pas. Imaginons que une ou plusieurs personnes en veuillent à la communauté des gens du voyage de Saint-Laurent-des-Gouzes, ou plus précisément à la famille de Joséphine. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas pu demander à Ayoub d'emmener Joséphine et Mike en mer, ou quelque part, ce jour-là, sans qu'ils ne sachent pourquoi, attention, hein. Ayoub aurait été instrumentalisé. On se serait servi de lui sans qu'il le sache. Et par la suite, Joséphine et Mike auraient été enlevés. Ayoub, lui, aurait été éliminé, même si, encore une fois, son décès ressemble beaucoup à une noyade. Mais bon, on peut noyer des gens de force aussi, hein. Vous savez, c'est pas impossible, hein. On peut maquiller une noyade, c'est pas impossible, je pense. Il suffit de tenir la tête de la personne sous l'eau, tout simplement. Donc pourquoi pas. Mais il y a beaucoup de points qui ne collent pas là pour moi. C'est que déjà, rappelez-vous que Ayoub avait demandé à Jason, le compagnon d'Élisabeth, de les accompagner ce jour-là, ce samedi-là. Et donc s'il y avait eu un plan dont Ayoub ne connaissait pas forcément tous les objectifs, il n'aurait sûrement pas demandé à Jason de venir, il n'aurait pas proposé. Il n'allait pas faire venir en plus un membre de la famille de Joséphine. Mon avis, voilà, ça tend à prouver que c'était juste une sortie amicale, effectivement, sans objectif précis. De plus, aucune rançon n'a été demandée, à ma connaissance. Et puis, troisième point, Ayoub est bien décédé de noyade. A priori, il n'a pas été supprimé. Voilà, donc, de toute façon, cette théorie est tirée par les cheveux, je le reconnais, hein, mais bon, il fallait l'évoquer. Là, par contre, la théorie suivante me paraît plus plausible. L'accident suivi d'un enlèvement opportuniste. Pourquoi pas? Donc dans ce scénario, qui reprend la trame de l'accident solitaire, le jet ski coule au large, Ayoub fait un malaise et se noie, Mike et Joséphine sont seuls, mais comme ils savent bien nager, ils sont vaillants, ils réussissent quand même à rejoindre la côte, à la nage, mais le problème c'est que là ils tombent sur des personnes malveillantes qui ont d'autres projets pour eux que de les secourir, et vu que Joséphine et Mike sont très affaiblis, n'ont peut-être pas la possibilité de se défendre. Donc à partir de là, Joséphine et Mike sont enfermés ou emmenés quelque part. Vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce qu'on les a enlevés. Je sais pas, mais bon, Joséphine, c'est une belle femme, elle aurait pu intéresser un réseau. Mike, c'est pareil, très mignon. Ils auraient pu tomber tous les deux entre les griffes d'un réseau pédocriminel, en France ou à l'étranger, en Espagne ou à l'extérieur de l'Europe. Donc dans ce cas, s'ils ont été exfiltrés, s'ils sont partis dans un pays hors de l'Europe, là, ça risque d'être très compliqué de les retrouver, malheureusement. Je vais vous donner maintenant mon avis personnel. Après avoir bien réfléchi, avec du recul, j'ai tendance à privilégier la piste accidentelle. C'est la thèse de l'accident solitaire qui me paraît la plus crédible. C'est vrai que ça a été ma première action quand j'ai découvert cette affaire fin décembre. Je me suis dit, j'ai tout de suite quand même eu tendance à penser que c'était un accident. Les drames en mer surviennent, malheureusement, et je connais un peu le sujet. Et voilà. Ceci dit, c'est vrai que il y a quand même un doute qui subsiste, un doute assez sérieux. Comment se fait-il qu'on n'ait toujours pas retrouvé 2 corps? Il y a 2 corps qui manquent, qu'on n'ait toujours pas récupéré le jet ski, qu'on n'ait pas retrouvé les 3 gilets de flottaison, ni aucun débris. C'est quand même étonnant. Mais bon, comme je l'ai dit à Violette lors de notre conversation, je lui ai dit, vous savez, il faut peut-être attendre encore un peu. Ça fait que 6 mois que votre maman et votre frère ont disparu. En même temps, c'était très dur de dire ça, parce que c'est 6 mois de cauchemar. Mais ce que je voulais dire, c'est que la mer est imprévisible, elle peut très bien rendre des corps plus tard. On n'est pas à l'abri de retrouver quelque chose un jour, hein, sur les côtes françaises ou espagnoles. Mais bon, il faut aussi savoir que la mer peut ne rien rendre.
Il y a un doute qui existe à l'heure actuelle, mais bon, c'est un doute qui devrait être levé par le travail d'enquête des gendarmes. On sait qu'ils travaillent sur cette affaire, ils mènent des investigations. Pour moi, il y a 2 points très importants à vérifier. C'est la question des téléphones. La question des téléphones. On sait qu'ils ont cessé d'émettre tous les deux ce samedi-là, ce samedi 28 décembre 2019, vers 17h. Est-ce que ces téléphones ont arrêté de fonctionner pour une raison technique, un problème technique, ou est-ce qu'ils ont été éteints manuellement, ou détruits, ou désactivés, tout simplement, est-ce qu'on n'a pas enlevé les batteries? Donc dans ce cas-là, ça pourrait laisser penser qu'il y a eu acte criminel. Donc cette question du téléphone est vraiment très importante. Et la deuxième question, c'est, le deuxième point, c'est l'autopsie d'Ayoub. J'ai des questions, je me demande, parce qu'en fait le résultat d'autopsie n'est pas public. Hein. On sait qu'il s'est noyé, mais bon, ce qui serait intéressant de savoir, c'est s'il n'y avait pas des traces sur son corps quand même. Est-ce que son corps n'avait pas des blessures inhabituelles? Après, je sais pas si c'était possible de le voir, vu que le corps était très dégradé après le long séjour dans l'eau. Mais il faudrait savoir s'il n'avait pas des marques, des bleus, voilà, des indices qui pourraient suggérer qu'on l'a peut-être noyé de force. Là, je vous dis le fond de ma pensée. Si on lui a maintenu les bras, si on lui a maintenu la tête sous l'eau, ça peut laisser des marques. Là, on ne sait pas. Il n'y a peut-être pas eu. Donc ça, c'était le premier point. Les blessures. Et aussi, ce qui est très important, c'est le temps passé dans l'eau. Le temps passé dans l'eau. Parce que Ayoub, il est resté a priori donc 1 mois et demi en mer. Donc il serait utile de savoir à quand remontait la mort exactement. Son corps était sûrement trop abîmé pour pouvoir le déterminer, mais bon, moi je dis n'importe quoi, mais bon, si on se rendait compte, par exemple, que son corps n'est resté que 1 mois dans l'eau, ça va poser un souci, vu qu'on l'a retrouvé 1 mois et demi après. Ça voudrait dire qu'il aurait été entreposé quelque part en attendant. Voilà, je dis ça parce qu'en fait, j'ai déjà vu ça dans d'autres affaires que j'ai étudiées. Des fois, il y a des incohérences, il y a des problèmes de timing comme ça. Les gens ne sont pas restés aussi longtemps dans l'eau qu'on pensait, ce qui suggère donc un acte criminel. Donc voilà, donc bon, a priori, il est vraiment mort de noyade, mais bon, ça serait quand même intéressant de le savoir. Voilà, donc on en arrive à la conclusion. Donc moi, je vais relancer l'appel à témoins pour Violette et ses proches. Si vous avez vu Joséphine et Mike, si vous avez une information sérieuse pour l'enquête, si vous avez la moindre information vraiment utile, solide, pour faire avancer l'affaire, vous pouvez et vous devez contacter la gendarmerie de Vauvert qui traite cette affaire. Alors attention, bien entendu, ne les dérangez pas pour rien, vraiment, vraiment s'il vous plaît, parce que les gendarmes, ils ont beaucoup de travail. Ne leur faites pas perdre leur temps, surtout. Cet été, si jamais vous partez dans le sud de la France, sur la côte, ou en Espagne, ou ailleurs, bon, soyez vigilants. Si jamais vous voyez Mike et Joséphine, voilà, vous savez ce que vous devez faire. Recommandation très importante, si vous croyez voir Mike et Joséphine, n'intervenez jamais. Ne mettez pas votre vie en danger, hein, vraiment, hein, ni celle des personnes recherchées. Vous appelez les autorités, voilà, vous composez le 17 ou le 112, vraiment s'il y a urgence. Mais sinon, autrement, il faut appeler la gendarmerie de Vauvert. Voilà, c'est fini. Je souhaite bon courage à Violette ainsi qu'à ses proches. J'espère de tout cœur qu'ils connaîtront enfin la vérité. Souhaitons une issue heureuse dans cette affaire qui a malheureusement déjà fait une victime. On aura une pensée pour Ayoub et sa famille à la toute fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier et prenez soin de vous.